France Info. La région Occitanie ne veut pas lâcher sa ligne à grande vitesse. Élus locaux et acteurs de la société civile se retrouvent aujourd'hui à Perpignan pour faire pression sur le gouvernement. Car si Bordeaux est desservi par le TGV depuis juillet, Toulouse et Perpignan sont toujours hors de portée de la grande vitesse. Le gouvernement ne semble pas pressé de relier les deux villes du sud-ouest au réseau LGV. Pour en parler en duplex avec nous de Grenoble, d'abord le vice-président de la Fédération nationale des usagers des transports. Bonjour Jean-Sylvain Dier. Bonjour. Olivier Klein, qui lui est en direct de Lyon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur adjoint du laboratoire Aménagement, Économie, Transport, et puis le président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Bonjour Georges Méric. Oui, bonjour à tous. On va commencer ce débat avec vous. Le TGV à Toulouse, ça fait des années qu'on en parle et toujours rien. C'est pas un nouveau projet, oui. Ça fait 15 ans qu'on en parle exactement. Et donc, il y a eu une pause gouvernementale sur les nouveaux projets, mais la LGV Toulouse-Bordeaux n'est pas un nouveau projet, c'est un vrai vieux projet qu'il faut passer aux actes aujourd'hui. Une pause gouvernementale, ça veut dire quoi exactement ? Mais le gouvernement a pratiqué une pause de réflexion sur les nouveaux projets. Mais nous considérons que la LGV Toulouse-Bordeaux n'est pas un nouveau projet. Il fait une pause qui va, j'espère, s'arrêter en janvier et il nous donnera une bonne nouvelle en janvier, nous espérons. Parce qu'on ne peut pas être le seul territoire, la seule métropole et le seul département non desservi par la LGV en France. C'est pas possible. Ce que demandent aujourd'hui les élus d'Occitanie au gouvernement, c'est en quelque sorte de terminer le travail, de prolonger les deux lignes à grande vitesse qui desservent aujourd'hui Bordeaux et Montpellier jusqu'à Toulouse et Perpignan. C'est bien ça ? Bien sûr, Toulouse-Bordeaux et Montpellier-Perpignan sont nécessaires pour notre économie, notre développement. Et ça, c'est une évidence. Les forces vives sont là, dans des réunions que nous faisons avec Harold Delga. Ça montre l'intérêt de la population pour ces infrastructures. Et il est important aussi de dire qu'il y a eu des financements proposés au gouvernement, je dirais intelligents et innovants, qui permettent de crédibiliser ce dossier aujourd'hui. Quels sont-ils ces financements, Georges Méric ? C'est d'aller chercher des taxes sur les bureaux et d'autres taxes qui permettent de financer par crédit cette ligne LGV. Et donc de diminuer la part d'investissement de l'État et des collectivités territoriales. Donc c'est un dossier qui a été mené par les deux régions et les deux métropoles. Et le département de la Haute-Garonne peut s'asseoir à la table des financeurs pour apporter un complément. Pour défendre ce projet, vous mettez en avant le principe d'équité des territoires. En clair, que Toulouse, comme Perpignan, soit logé à la même enseigne que Bordeaux ou Montpellier ? Si on n'a pas la LGV, on sera déclassé rapidement. Toulouse ne peut pas devenir un cul-de-sac sur les Pyrénées. Il faut qu'on soit desservi par la LGV, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Donc la ville de Toulouse, et la métropole et le département reçoivent aujourd'hui 17 000 habitants nouveaux de plus. Nous sommes le département qui a l'activité économique qui se déploie et la métropole qui se déploie. Donc il faut absolument que cette volonté politique soit affirmée par l'arrivée du LGV chez nous, c'est évident. Jean Sivardière, vous êtes du côté des usagers. Vous venez d'entendre Georges Méric. La grande vitesse est-elle vraiment indispensable à l'Occitanie ? Je crois que l'argumentation qui vient d'être présentée est tout à fait justifiée. Une des causes d'inégalité territoriale entre les régions, c'est le fait que certaines métropoles telles que Nantes, Rennes, Bordeaux, Lyon ou Marseille sont fort bien desservies par le TGV, mais par contre, Toulouse et le Languedoc ne le sont pas. Or, il y a une évolution importante qui n'est généralement pas remarquée, c'est l'évolution démographique. L'INSEE a prévu une augmentation de la population d'environ 15% d'ici 2050, et une augmentation encore plus forte dans le sud de la France, sur l'axe Bordeaux-Nice. Donc, et plus de population, ça exige la grande vitesse nécessairement ? Quel est le lien entre les deux ? Eh bien, il faut nécessairement augmenter la capacité du réseau ferroviaire. Et dans le cas dont nous parlons, sur cette transversale sud, il faut bien comprendre que le fait que l'on construise une ligne à grande vitesse va permettre de désengorger la ligne classique, qui, elle, est très encombrée, à la fois par des trains TER, des intercités et des trains de marchandises. Par conséquent, je crois qu'on a vraiment besoin d'une ligne nouvelle sur cet axe Bordeaux-Nice, parce qu'on a une ligne unique, actuellement une ligne classique unique, qui est fragile et très encombrée. Olivier Klein, d'un point de vue économique, on a assez de recul maintenant pour mesurer l'impact du TGV sur une région. Est-ce que l'effet ligne à grande vitesse est garanti ?
Alors oui, je vais devoir relativiser un petit peu ce qui vient d'être dit, parce que toutes les études montrent que effectivement le TGV c'est utilisé. Là, on parle d'effets économiques, donc c'est utilisé par des gens qui se déplacent pour leur motif professionnel, pour faire, on va dire, des affaires, mais il y a d'autres moyens de transport. Et aujourd'hui, quand j'entends dire Toulouse connaît un important développement économique et un important développement démographique, force est de constater qu'il a ces évolutions sans le TGV. Donc on ne peut pas dire c'est le TGV qui apporte ces développements. C'est l'agglo française, effectivement, qui est la plus mal desservie et qui en même temps connaît la croissance économique la plus forte. En 2014, Olivier Klein, un rapport de la Cour des comptes nous disait notamment que c'était même plutôt néfaste pour les villes moyennes. Alors, effectivement, pour les villes moyennes, en tout cas, ce qui est clair, c'est que le TGV est aussi un instrument de centralisation à Paris. C'est-à-dire qu'avec le TGV, la réunion facile à organiser quand on fait venir des gens des quatre coins de la France, c'est à Paris. Après, on en pense ce qu'on veut, mais en avion, il est bien plus simple d'organiser une réunion à Bordeaux, à Brest, à Lille ou à Lyon, où tout le monde peut venir. En TGV, c'est à Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le TGV, au lieu de désenclaver certaines zones, finalement, les viderait de leur activité? Il a des effets ambivalents. Il a à la fois des effets concentrateurs, je viens d'en parler, centralisateurs sur Paris, et des effets bénéfiques pour certaines autres activités. Et on voit bien dans un certain nombre de villes des activités qui réussissent à rester implantées dans des grandes métropoles de province et à se développer aussi grâce au TGV. Mais dans l'économie d'une entreprise, le TGV, les déplacements, c'est quand même une petite part de tout ce qui contribue au succès d'une entreprise. Il faut aussi relativiser cet aspect transport. Il y a l'exemple de l'Alsace-Lorraine, notamment, où l'arrivée du TGV n'a pas vraiment favorisé une activité économique meilleure. De fait, alors là aussi, il faut regarder précisément sur les types d'entreprises, mais c'est clair que l'industrie qui a déserté la Lorraine sur les dernières décennies, c'est pas avec le TGV qu'elle va revenir, parce que le TGV ne sert pas ça, il sert en termes économiques au déplacement, ce qu'on appelle nous du tertiaire supérieur, donc les activités, conseils, assistance, etc. Et pas aux activités industrielles. Olivier Klein, on fait une pause et on reprend le débat avec Jean Sivardière tout de suite. France Info. Les élus de la région Occitanie se réunissent aujourd'hui à Perpignan pour dire oui à la ligne à grande vitesse. Jean Sivardière, on vient de parler de l'impact de l'arrivée du TGV sur les entreprises, mais pour les usagers, le TGV, ça reste quand même extrêmement coûteux. Alors, je voudrais tout d'abord réagir à ce qu'a dit M. Klein. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, en ce sens que les élus et les milieux économiques se font généralement beaucoup d'illusions sur l'impact économique du TGV. C'est vrai d'ailleurs pour d'autres infrastructures de transport. C'était vrai pour l'autoroute Grenoble-Sisteron qui devait sauver la région grenobloise. C'est vrai aujourd'hui pour le canal Seine-Nord qui doit sauver la Picardie et la région Nord. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est l'intérêt environnemental d'une extension des lignes à grande vitesse. Prenons l'exemple de la ligne Bordeaux-Toulouse. Mieux desservir Toulouse, ça permettrait de capter, de rabattre sur le train une partie du trafic aérien. Ouais. Or, l'avion est un polluant extrêmement fort. Il contribue très fortement à l'effet de serre. Et le réchauffement climatique, aujourd'hui, on commence à en voir les conséquences. C'est pas, si j'ose dire, c'est pas de la rigolade. Alors, d'autre part, si on prend la LGV en projet entre Montpellier et Perpignan, là, l'enjeu est différent. Il s'agit de désengorger la ligne classique pour permettre d'y développer le transport de fret. Et là, on peut espérer transférer une partie importante
de ces hordes de camions qui relient l'Espagne et la France. D'accord. Alors maintenant, si on se place du point de vue de l'usager, je voudrais d'abord insister sur un point qui me semble important, c'est que les déplacements à moyenne et longue distance se développent de plus en plus pour un certain nombre de raisons qui sont liées à l'évolution du mode de vie. Alors, par exemple, il y a un éparpillement. Au niveau du coût, Jean familial. Sivardia, je vous interrogeais sur le coût du TGV. C'est Oui. quand même extrêmement cher. 180 € pour un Paris-Montpellier, 150 € pour un aller-retour Paris-Nantes. On est quand même sur des sommes extrêmement conséquentes pour l'usager. Oui, mais il faut voir aussi que la SNCF offre des petits prix qui sont beaucoup plus accessibles et qui sont souvent moins chers que le covoiturage. Les par fameux exemple. Ouigo, Donc, notamment. on ne peut pas. Alors, il y a aussi les TGV Ouigo, qui sont des TGV low cost, qui offrent des tarifs attractifs. Et je crois qu'il ne faut pas réfléchir simplement sur les tarifs de pointe, il faut réfléchir sur le tarif moyen du transport TGV. Et j'entends souvent dire que le TGV, c'est le train des riches. Alors, je crois que là... Quand on voit le faut être prix, sérieux. effectivement, c'est un peu le cas. On peut se dire ça, en tout cas, Mais- à première vue. Mais si vous parlez des tarifs de pointe, c'est vrai. Mais je le répète, il y a aussi des tarifs beaucoup plus raisonnables offerts par la SNCF. Et il suffit d'aller en seconde classe, par exemple, et pas seulement en première classe dans le TGV. On voit bien que le public utilisateur du TGV en seconde classe, c'est un public qui appartient à la classe moyenne. Et on voit même dans les TGV Ouigo, qui sont les TGV low cost, des usagers qui, manifestement, sont plus modestes. Par conséquent, je crois qu'il ne faut pas caricaturer le TGV par ses tarifs de pointe. Olivier Klein, l'arrivée des bus Macron, est-ce que ça a changé quelque chose à l'économie des transports en France? Est-ce que ça marche déjà? Alors, ça marche et ça marche pas. Ça marche au sens où il y a des lignes, les cars arrivent. Ça marche au sens où il y a des clients. Ça marche pas au sens où aujourd'hui les compagnies d'autocars sont encore déficitaires. Mais on est dans une phase de développement. Elles vont vraisemblablement arriver à trouver des équilibres économiques, peut-être en réduisant une offre qui aujourd'hui est peut-être un peu pléthorique. Elles sont en train de se chercher. Ça marche. Ça déshabille un petit peu la demande ferroviaire, c'est-à-dire qu'effectivement ça capte une partie de la demande ferroviaire. Ça permet aussi à un certain nombre de gens qui n'ont pas accès au prix au prix du TGV de se déplacer ça reste en moins cher transport quand même. collectif. Voilà. Moi j'entends bien les arguments de Jean Sivardia. Le fait de pouvoir se déplacer sur des longues distances, c'est pas qu'une histoire de prix du billet. Et il y a aussi la possibilité d'être hébergé sur place. Qu'est-ce qu'on va faire à la destination? Et de fait, quand on regarde les statistiques de déplacement, alors je suis d'accord, le TGV n'est pas un produit de luxe au sens où il n'est pas réservé aux 5% les plus riches. On a classe moyenne et classe supérieure qui sont assez représentées. Par contre, les classes sociales les plus défavorisées sont nettement sous-représentées dans la clientèle du TGV. Et ça pose un problème. Moi, je n'ai pas à dire s'il faut ou pas construire le TGV. Par contre, ça pose un problème à partir du moment où on y met beaucoup d'argent public. Ça veut dire qu'on subventionne la mobilité des Et moins finalement, c'est défavorisés. déficitaire. Le TGV est déficitaire, les bus Macron sont déficitaires. Finalement, tous les secteurs du transport sont déficitaires en France. Alors, les bus Macron sont aujourd'hui déficitaires, mais non subventionnés. En tout cas, ils payent leur péage sur autoroute. Les TGV sont largement subventionnés par la construction des lignes, en tout cas celles dont on parle aujourd'hui. Et puis, pour un certain nombre de liaisons TGV qui existent, effectivement, la SNCF parle de déficit important sur le fait là de faire circuler les trains. Et effectivement, dans le système ferroviaire, les déficits ils sont compensés par les contribuables. Jean Sivardia, en un mot, une réaction peut-être? Bien, écoutez, je crois que tous les modes de transport aujourd'hui sont subventionnés. Prenez l'avion. Le kérosène consommé dans les vols intérieurs n'est pas taxé, contrairement au gazole, par exemple. C'est une aide importante qui est apportée à l'avion. Si vous prenez le car Macron, il n'est soumis à aucune écotaxe. Il devrait l'être. Et puis, je crois aussi, pour en revenir au coût du TGV, qu'il faut comparer
le coût du covoiturage et le coût du car Macron au petit prix de la SNCF. Ouais. Et là, on s'aperçoit que le train est très souvent concurrentiel. Merci à vous deux, Jean Sivardière, vice-président de la Fédération nationale des usagers des transports. Vous étiez dans les studios de nos amis de France Bleu Isère. Olivier Klein, économiste, directeur adjoint du laboratoire aménagement économie transport. Et puis merci à Georges Méric qui était en ligne avec nous au tout début de ce dossier, président du conseil départemental de la Haute-Garonne.